Merci beaucoup de cette invitation. Donc, je suis Anne-Marie Tréguier, je suis océanographe physicienne à Brest, hein, donc dans le même labo que certains d'entre vous ici. Je vois Christophe, Emmanuel. Et je viens ici au titre du Haut Conseil breton pour le climat, donc, qui est un conseil relativement nouveau. On a 2 ans d'existence dans un paysage national où des scientifiques se sont structurés à l'échelle régionale depuis assez longtemps. Donc le premier GREC, groupement régional d'experts sur le climat, qui s'était constitué en France, c'était Acclimatera, en Aquitaine, sous l'impulsion d'Hervé Le Treut. Et donc d'autres régions en France avaient aussi leur GREC. En Bretagne, il n'y avait rien. Et en fait, c'est à l'initiative de la région et pas à l'initiative des scientifiques que ce conseil a été créé. Donc ça fait 2 ans. Alors, c'est ça, voilà. Donc nous sommes un conseil indépendant de 20 scientifiques des universités et labos de la région, donc couvrant toutes les disciplines pertinentes, on le souhaiterait, mais évidemment, à 20, on n'y arrive pas. Mais enfin, voilà, on essaye d'avoir une ouverture interdisciplinaire et pluridisciplinaire large. Et donc, ce conseil a été créé avec 2 missions. D'une part, émettre des avis et recommandations sur les stratégies et politiques publiques régionales, et d'autre part, contribuer à l'information scientifique des acteurs du territoire et du grand public. Alors, par rapport aux autres Grecs en France, la première mission est un peu originale. C'est-à-dire que la plupart des Grecs, en particulier ceux qui sont nés structurés par les scientifiques eux-mêmes et qui peuvent exister sous forme parfois même d'associations, se donnent vraiment pour rôle la deuxième mission qui est de contribuer à l'information scientifique des acteurs du territoire et du public. Et il y a même certains collègues qui disent « Mais non, nous, on ne veut pas donner des avis, on est un conseil scientifique, on sortirait de notre rôle de scientifique en donnant des avis ». Donc là, ça a été une volonté de la région et avec laquelle nous sommes tout à fait en phase. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a plein d'organismes dans lesquels il y a des comités scientifiques consultatifs qui donnent des avis. Donc voilà, on considère ça comme notre rôle. Donc on l'a fait jusqu'à présent, d'émettre des avis sur sollicitation du conseil régional ou en se saisissant nous-mêmes d'un dossier qui nous semblait important. Et donc tout ça sur un champ très large. On ne parle pas simplement de diagnostiquer le changement climatique, mais aussi toutes les politiques d'adaptation et les politiques de lutte contre le changement climatique. Donc nous avons des pages web qui sont hébergées sur le site bretagne.bzh du conseil régional et sur lequel donc, vous pourrez trouver tous les documents. Alors qu'est-ce que nous avons fait depuis 2 ans ? Alors, on a d'abord réfléchi entre nous à quels étaient les enjeux forts au niveau de la région, les enjeux régionaux. Donc, mer et littoral, c'est ressorti évidemment comme le premier enjeu et ça a été le premier groupe de travail qui s'est structuré. L'agriculture ensuite. Alors, en Bretagne, l'agriculture est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre. On est à 40% de gaz à effet de serre d'origine agricole. La ressource en eau, bon, là il y a aussi le CRESEB qui est un groupement d'intérêt scientifique qui travaille là-dessus en Bretagne, mais on essaye de travailler en interface. Santé, qualité de l'air, ville, biodiversité, transport qui est aussi un secteur très émetteur en Bretagne, formation. Et donc, à partir de ça, nous avons constitué 4 groupes thématiques. Alors, on fait aussi avec qui on est, c'est-à-dire qu'on est 20 scientifiques, on a des expertises qui sont bien sûr limitées. On n'a pas de spécialistes des transports en notre sein, donc on n'a pas fait de groupe de travail transport pour le moment. Donc, on a un groupe de travail littoral sur la formation, sur l'agriculture et sur les transformations socio-économiques. Donc, on a rendu 4 avis sur la stratégie régionale d'adaptation au changement climatique, sur l'évaluation climat du budget. Voilà, ces 4 avis, en fait, ils sont publics, donc ils sont disponibles sur notre site web. On a décidé de produire annuellement un bulletin, c'est-à-dire qu'on s'est dit les rapports de 300 pages, ça ne nous intéresse pas forcément, personne ne les lit. En plus, 20 scientifiques qui font ça, je dirais, bénévolement, en plus de tout le reste. Pour produire un gros rapport, on aurait besoin de support. Donc, par exemple, avoir l'appui d'un cabinet ou quelque chose comme ça.
Bon, ce qui n'est pas non plus... voilà. Enfin, disons qu'on n'a pas cherché à faire des gros rapports. Donc, on sort un bulletin tous les ans qui est très modestement notre production, hein, une production de 20 scientifiques qui s'aventurent parfois sur un terrain qui n'est pas forcément leur domaine. Et le but de ça, c'est de donner à voir, en fait, des recherches qui sont faites en Bretagne et puis aussi être des passeurs d'informations depuis l'international, le GIEC, le national, le Haut Conseil pour le climat, jusqu'au régional. Donc tous les ans, on organise aussi un forum climat et territoire. Le premier forum, c'était l'an dernier à Lorient. On a été vraiment très heureux du succès que ça a connu, plus de 300 participants. Et donc cette année, ce sera à Brest le 23 mai. Alors, informer sur les travaux à l'échelle internationale, bon, bah voilà, ça c'est le genre de choses qu'on fait, hein, de relayer en fait les messages du GIEC quand on est sollicité sur des manifestations diverses et variées. Comme ici aujourd'hui. Alors bon, vous êtes tous au courant des messages du GIEC, donc je n'ai pas vraiment besoin de les relayer. J'ai quand même rajouté le petit point de l'année 2023 là, sur le graphique de température. On voit que ça ne s'arrange pas. Donc le rapport de synthèse était sorti de l'AR6, était sorti en 2023. Et donc quand on rajoute l'année 2023 sur la courbe, on voit que c'est quand même une année extrêmement chaude. Alors ce que je voulais dire, parce que je ne sais pas si tout le monde dans la salle est au courant, c'est que à partir de maintenant, donc le groupe 1 du GIEC, dont le rapport est sorti en 2021, et plus exactement le chapitre 2, qui était le chapitre sur les données, ont décidé de remettre à jour des indicateurs tous les ans. Donc la première publication est sortie en juin 2023, pardon, j'ai mis 2022, là c'est juin 2023, est sortie en juin de l'année dernière. Et ils essayent de remettre à jour tous les indicateurs clés qui sont dans le rapport du groupe 1, et ils vont le faire de manière annuelle. Donc voilà, vous allez sur ESSD, et ces publications donc, seront open access, évidemment, la première l'est, mais il y en aura tous les ans. Et là, les points très forts de la remise à jour de l'année dernière, c'était en fait une baisse importante des budgets carbone, qui était liée d'une part à une remise à jour du réchauffement, et puis oui, en fait, essentiellement une remise à jour du réchauffement, et puis aussi la prise en compte des années qui s'étaient écoulées depuis la sortie du rapport, donc avec 2 ou 3 années de plus. Et donc, voilà, donc on y trouve cette infographie, par exemple, mais c'était quelque chose à garder en mémoire. Alors, pour décliner à l'échelle régionale, donc on le fait surtout sur notre bulletin. Donc, notre bulletin, cette année, porte sur le littoral breton face aux défis climatiques. Donc, dans chaque bulletin, on a un format où on a certains articles qu'on va retrouver probablement tous les ans qui reflètent des travaux qu'on a faits. On veut aussi mettre à l'honneur 4 thèses soutenues dans l'année en Bretagne sur le changement climatique et ses impacts. Donc on a 4 mini-articles pour 4 thèses. Donc cette année, on a mis à l'honneur Colline Popesky du LOPS, qui a fait sa thèse sur les événements extrêmes sur le littoral, avec Guillaume Charia. Et un dossier, donc là c'est le dossier Le littoral breton face aux défis climatiques. Et donc pour réaliser ce dossier, on a auditionné un certain nombre de collègues, dont certains sont peut-être dans cette salle d'ailleurs. Donc on remercie tous ceux qu'on a auditionnés et qui nous ont apporté leur concours. Donc dans ce bulletin, que fait-on ? On a pas mal d'articles. Donc d'abord, on a constaté qu'est-ce que c'était que le climat du littoral, avec des rappels, je dirais, un peu de climatologie et de géographie classique, hein, sur le fait que le littoral est moins froid, moins chaud, moins arrosé, plus venteux. Sur la photo, là, on voit une situation de prise de mer qui est assez remarquable, avec la nébulosité dans l'intérieur, mais les côtes dégagées. Donc c'est une situation qui se produit assez souvent en été. Et dans le futur, le climat littoral gardera ses spécificités. Les travaux ont été menés par les collègues du LETG à Rennes avec une thèse sur le sujet pour analyser les scénarios de Météo France à l'échelle régionale. Donc on voit que dans les scénarios, le centre Bretagne se réchauffe plus que le littoral, mais le littoral se réchauffe quand même. Et d'ailleurs, on l'avait bien vu à l'été 2022, qu'il y avait eu des températures quand même assez extrêmes dans le Nord Finistère. Donc parmi les défis qu'on a identifiés, il y a bien sûr la montée du niveau de la mer, réchauffement et acidification des eaux côtières, qui fait l'objet d'un article aussi qui a été mené par Sabine Roussel du Lémar. Regardez les tempêtes, où là,
pour l'instant, il n'y a pas vraiment de conclusion, hein. C'est encore très incertain sur le devenir des tempêtes et l'augmentation ou pas de la fréquence des tempêtes dans le futur. Refaire le point sur les mécanismes d'érosion, les stratégies d'adaptation. Donc ça, c'est une carte de l'Observatoire de l'environnement Bretagne qui avait fait un dossier très complet sur le littoral en 2020, qui est disponible aussi sur Internet, et où on voit beaucoup de orange, hein, sur les côtes bretonnes, c'est-à-dire du littoral en recul, et pas beaucoup de vert pour du littoral qui avance. Nos collègues des sciences humaines et sociales ont aussi contribué à ce bulletin, et bon, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain de l'érosion ou de la montée du niveau de la mer. Je suis sûre qu'il y a des spécialistes qui s'y connaissent mieux que moi sur le sujet dans la salle. Et donc, je dirais peut-être qu'on a été à la rencontre de collectivités. On a fait 2 visites de collectivités sur le littoral avec des collègues des sciences humaines et sociales, en particulier Nicole Roux, qui est sociologue à l'UBO. Et on a analysé un petit peu les échanges qu'on avait pu avoir. Et Nicole a identifié vraiment la question des échelles de temps comme une question fondamentale dans les difficultés de dialogue en fait, entre les acteurs et les scientifiques, avec, face à la montée du niveau de la mer, des échelles de temps géologiques, les vécus des phénomènes par les populations, mais aussi la temporalité de l'action et de l'immédiateté, les mandats des élus. Et donc, face à l'accélération du changement climatique, l'accélération de la montée du niveau de la mer, voilà, doit-on parler du temps long, mais n'est-ce pas un argument pour l'inaction? Ou doit-on parler du temps court? Ça peut être un argument pour chercher des solutions, mais est-ce que ça va être les bonnes solutions? Des solutions trop basées sur un constat immédiat peuvent aussi relever de la maladaptation. Alors, il y a aussi un article sur les politiques du littoral, donc là encore au risque du court-termisme, avec le fait qu'il existe donc des règles pour protéger le rivage depuis longtemps. Mais ce que soulignent nos collègues, donc juristes et politistes, hein, c'est que la mise en œuvre en fait, des règles repose toujours sur des compromis et des dérogations. Et en fait, ils voient dans ce sujet de cette présence toujours de dérogation, c'est-à-dire que oui, d'accord, il faut ne pas faire ça, mais on peut quand il y a un intérêt économique majeur. Et le fait qu'il y ait toujours ces dérogations, en fait, ils voient ça comme un point de vigilance sur le fait que là aussi, on risque de prendre des décisions qui vont aller dans le court-termisme et qui ne vont pas assez se projeter dans le futur. Donc, pour illustrer ça, c'est un plan donc, un PPRSM, je ne connais pas le sens de l'acronyme, de la ville de Saint-Malo. Et en fait, le message là-dedans, c'est que le violet, donc c'est des zones qui sont... Enfin, le rouge, c'est les zones qui sont interdites, mais qu'il y a entre le rouge qui est interdit et le violet qui est autorisé, il y a du violet clair. Et c'est ce genre de zones-là qui sont des autorisations restreintes, qui sont voilà, une sorte d'ouverture possible dans les lois et dont les collectivités peuvent s'emparer, mais qui relèvent aussi, qui présentent aussi des dangers par rapport aux stratégies à long terme d'adaptation. Donc voilà. Et je vous invite donc d'une part à aller regarder l'intégralité du bulletin et puis aussi à venir nous rejoindre à Brest le 23 mai pour le forum Climat et Territoire. Donc ce sera à Brest toute la journée. Les inscriptions sont ouvertes. Merci beaucoup Anne-Marie.